Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Jacques Dupaquier. Vieillissement dans le monde, le constat démographique. C'est en vain qu'un certain nombre de docteurs tant mieux s'escriment à nier la réalité du vieillissement dans les pays occidentaux. Certains même s'en réjouissent, sous prétexte que, pour les personnes concernées, il traduit des années entières de vie supplémentaires par rapport aux générations précédentes, des années qui doivent être autant de cadeaux et donc pas de fardeaux. Ils veulent ignorer que le vieillissement de la population est le phénomène social le plus significatif de notre époque. Il a déjà, et surtout il aura dans un proche avenir des conséquences multiples, diverses et diffuses, plus redoutables les unes que les autres. Laissant aux orateurs suivants le soin d'analyser les effets économiques et sociaux du vieillissement, je vais me contenter de mesurer le phénomène, d'en suivre la marche et d'en prévoir l'évolution. Ma tâche n'est pas très difficile. En effet, on peut prévoir avec une quasi-certitude le nombre des personnes âgées, au moins jusqu'en 2050, car toutes sont déjà nées. Il est fort vraisemblable que dans les prochaines décennies, leur espérance de vie n'évoluera que très lentement sauf catastrophe démographique. Les incertitudes tiennent non pas à la méthode de calcul, mais à la fiabilité des statistiques concernant la répartition actuelle par âge de la population, du moins dans les pays en voie de développement. La marge d'erreur ne devrait pas dépasser 2% ou 3% en ce qui concerne les effectifs, mais plus probablement 4% à 5% en ce qui concerne les indices, car les nombres figurant au dénominateur, en particulier ceux des jeunes, dépendront de l'évolution de la fécondité qui est difficile à prévoir. Nous avons emprunté les données à une remarquable publication des Nations Unies, intitulée World Population Aging, New York 2002. Elle comporte des statistiques globales pour les grandes régions du monde, et pour chaque État, la répartition des effectifs des personnes âgées par groupe de 5 ans en 1950, 1975, 2000, 2025, prévision et 2050, idem. Elle donne aussi les âges médians et le taux de dépendance, c'est-à-dire le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans par rapport au total de celles de 65 ans et plus. Selon cette source, la planète aurait compté en l'an 2000 plus de 600 millions de personnes âgées de 60 ans au moins, soit environ 10%, et 420 millions de personnes de plus de 65 ans, 6,9%. Comme ces statistiques sont ventilées par sexe, on observe qu'environ 11,1% des femmes appartiennent au troisième âge, 60 ans et plus, mais seulement 8,9% des hommes. Ces chiffres traduisent la poussée du vieillissement depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette poussée va devenir formidable au XXIe siècle. En 1950, le nombre des personnes âgées n'aurait été pour l'ensemble du monde que de 205 millions et leur âge médian de 23,6 ans. En 1975, on n'en était encore qu'à 349 millions tandis que l'âge médian, 22 ans, avait légèrement baissé à cause de la reprise de la natalité partout dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Au début de ce siècle, le total dépasse 600 millions et l'âge médian atteint maintenant 26,5 ans. On prévoit pour 2025, 1,188 milliard de personnes âgées, 15%, et un âge médian de 32 ans. Pour 2050 sur 1,964 milliard et un âge médian de 36,2 ans. Si ces prévisions se réalisent, les effectifs du troisième âge pourraient se trouver multipliés par 9,6 en un siècle. Le vieillissement est très inégal selon les régions du monde et les États. Actuellement 231 millions de personnes âgées, 38,1% du total mondial, vivent dans les pays riches et 375 millions, 61,9%, dans les pays dits moins développés. Mais le nombre des personnes âgées devrait atteindre 392 millions dans les pays développés, et 1,569 milliard, presque 80% du total, dans les pays peu développés. Actuellement, l'âge médian est de 37,4 ans dans les premiers, de 23,4 ans chez les seconds. Il devrait passer respectivement à 46,4 et 35,0. Donc le problème du vieillissement concerne actuellement, et surtout va concerner en priorité, dans la première moitié du siècle, les pays riches. Pour les autres, il n'est pas encore d'actualité, mais les premiers signes de vieillissement y apparaissent déjà. La France, qui a été le premier pays au monde à faire l'expérience du vieillissement en raison de sa précoce dénatalité, se situe maintenant dans la moyenne européenne.
la proportion des personnes âgées 60 ans et plus y est de 20,5%, Europe 20,3%, et l'âge médian de 37,6 ans, Europe 37,7 ans. Cependant, d'ici à 2050, le vieillissement de la France devrait s'accentuer. On attend 32,7% de personnes du troisième âge, Europe 36,6% et un âge médian de 45,2 ans, Europe 49,5. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. La population âgée elle-même vieillit. Le groupe d'âge qui progresse actuellement le plus rapidement dans le monde est celui des vieux, 80 ans et plus. Il augmente de 3,8% par an et représente plus de 10% de l'effectif total des personnes âgées. D'ici à 2050, environ une personne âgée sur 5 aura 80 ans ou plus. Quant au nombre des centenaires, il serait aujourd'hui de 180 000 environ dans le monde, mais si l'évolution de la mortalité se poursuit au même rythme, il pourrait représenter au milieu du siècle 3 220 000, dont 86% de femmes. Ce phénomène peut être exprimé par l'indice de ces naissances, c'est-à-dire la proportion de vieux, 75 ans et plus, dans l'ensemble du troisième âge, 60 ans et plus. L'indice de ces naissances est actuellement de 24% pour l'ensemble de la planète, de 30,9% pour le groupe des pays développés, de 29,3% en Europe, de 35,1% en France. Mais il devrait augmenter très rapidement. Au milieu du siècle, il pourrait atteindre 44% pour les pays développés, 42,7% en Europe, 47,9% en France, le record mondial étant tenu par le Japon avec 53,9%. Contrairement à une opinion très courante, ce n'est pas l'allongement de l'espérance de vie qui est la cause principale du vieillissement, mais la baisse de la natalité. Car celle-ci, en ouvrant des classes creuses à la base, provoque le renversement de la pyramide des âges. Bien entendu, l'espérance de vie a beaucoup progressé en un siècle, surtout l'espérance de vie des personnes âgées. En France par exemple, depuis le début du XXe siècle, la durée de vie moyenne est passée de 47 à 79 ans et l'espérance de vie au 60e anniversaire de 13,9 à 22,9. Mais ce qui importe est le vieillissement relatif, c'est-à-dire le nombre des vieux 60 ans et plus, rapporté à celui des jeunes moins de 16 ans. C'est ainsi qu'on définit l'indice de vieillissement. Il était au début du siècle de 33% pour l'ensemble du monde, de 106% pour les pays riches, de 23% pour les pays pauvres, de 116% pour l'Europe, de 110% pour la France, le cas extrême étant celui de l'Italie avec 168%. D'ici à 2050, il pourrait atteindre 100% pour l'ensemble de la population du monde, 263% pour l'Europe, 204% pour la France, 364% pour le Japon. Pour l'instant, le vieillissement par le bas l'emporte nettement sur le vieillissement par le haut. Et c'est lui, bien plus que l'allongement de la durée moyenne de la vie humaine, qui bouleverse et surtout, va bouleverser les structures démographiques, économiques, familiales et sociales des pays développés, de la France en particulier. Dans l'ensemble des pays développés, nous n'avons encore assisté qu'aux prémices du vieillissement, car les générations les plus âgées y correspondent à des classes creuses nées avant la Seconde Guerre mondiale. En cette année 2007, le processus ne fait que s'amorcer, car au baby-boom des années 1946 à 1975 va succéder inéluctablement un papy-boom dans la période 2006 à 2035. Dans l'hypothèse où l'espérance de vie à la naissance progresserait encore de 3 ans dans le quart de siècle à venir et de 2 ans supplémentaires d'ici 2050, l'âge médian de la population française, l'âge au-dessous duquel se trouve la moitié de la population, passerait de 37,6 à 43,3, puis à 45,2, la proportion des personnes du troisième âge de 20,5% à 28,7%, puis à 32,7%, et le nombre des centenaires de 8 500 à 120 000, dont 15 000 hommes et 105 000 femmes environ. L'évolution serait similaire dans tous les pays développés, particulièrement en Europe, où l'âge médian atteindrait alors 49,5 ans, les records mondiaux étant battus par l'Italie avec 54,1 ans et par le Japon avec 53,1 ans, ces deux États comptant alors 42,3% de personnes du troisième âge. En outre, il y aura vieillissement du troisième âge lui-même, c'est-à-dire que progressivement la proportion des vieux, 75 ans et plus,
rattrapera et dépassera celle des jeunes vieux, 60 à 74 ans. En 2050, l'aspect de la société française sera radicalement modifié et elle ressemblera beaucoup plus à un hospice qu'à un gymnase-club. Dans les rues, on rencontrera plus de grands vieillards que d'enfants et d'adolescents si du moins, les grands vieillards ne restent pas confinés chez eux. Par ailleurs, la population active commence à prendre de l'âge. Entre 1995 et 2007, la part des jeunes actifs 20 à 39 ans dans l'ensemble de la population d'âge actif, 20 à 59 ans, s'est réduite de 55,2% à 49,2%, ce qui ne peut rester sans conséquence sur la mobilité de la main-d'œuvre et ses capacités d'adaptation. En outre, comme l'espérance de vie des femmes était et restera largement supérieure à celle des hommes en dépit d'une petite réduction de l'écart, le taux de masculinité, nombre d'hommes pour 100 femmes, devrait s'établir à 90% pour les septuagénaires, à 75% pour les octogénaires et à 37% pour les nonagénaires. À condition, bien entendu, que la mortalité continue à évoluer comme dans le dernier quart de siècle, ce que personne ne peut vraiment certifier. Autre conséquence, les âges au décès sont de plus en plus élevés. Sur 100 décès masculins, 70 se situent maintenant après le 70e anniversaire, au lieu du 36e anniversaire vers 1930, sur 100 décès féminins, 87 au lieu de 54 vers 1930. De toute façon, quels que soient les progrès de la médecine, le nombre annuel des décès sur le territoire métropolitain, qui est de l'ordre de 530 000 depuis une vingtaine d'années, augmentera irrésistiblement pour atteindre environ 610 000 vers 2025 et 750 000 en 2050 par un simple effet de masse. Malgré les progrès de l'espérance de vie alors, le recouvrement naturel, naissance, décès sera déficitaire. Cet allongement de l'espérance de vie va bouleverser aussi le paysage familial. Contrairement à une idée reçue, il ne semble pas que l'augmentation de la durée moyenne de la vie nous fasse passer d'une société à 2 générations à une société à 4 générations. Ici en effet, intervient une autre variable, l'écart entre générations successives. Si cet écart était resté fixe, la chance de voir naître et grandir des arrière-petits-enfants serait fonction de l'espérance de vie et donc augmenterait, mais comme cet écart a augmenté de 3 ou 4 ans depuis la crise du mariage 1975, on devient maintenant grand-père ou grand-mère à 60 ans plutôt qu'à 5 ans. Et compte tenu de la dispersion des comportements familiaux, il est douteux que la proportion des familles à 4 générations puisse dépasser durablement 20%, après une poussée provisoire explicable par les changements de comportement d'une génération à l'autre. En revanche, avec l'augmentation de l'espérance de vie, les familles deviennent plus complètes, plus homogènes. Alain Monnier et Sophie Pennec ont montré que le nombre et la proportion des orphelins se sont beaucoup amenuisés depuis le XIXe siècle. La proportion d'enfants orphelins au 10e anniversaire serait ainsi descendue de 10% environ à 3%. L'âge moyen au décès des parents a au contraire augmenté de 30 à 46 ans. 41 ans pour la mort du père, 51 ans pour la mort de la mère. Jean-Paul Sardon aboutit par des calculs différents à des conclusions analogues. Selon lui, la proportion de femmes ayant encore leur mère à l'âge de 55 ans est passée depuis 1950 de 38% à 72%. Quant à la probabilité de vivre assez longtemps pour voir mourir un grand-parent, elle s'est élevée chez les hommes de 68% à 86% et chez les femmes de 71% à 89%. Le risque de veuvage, lui, a évolué différemment pour les deux sexes. Il est descendu pour le sexe masculin de 45% à 27%, alors qu'il a augmenté très logiquement pour le sexe féminin de 63% à 77%. Mais les âges au veuvage se sont élevés pour tout le monde. Chez les hommes de 50,5 à 74,4 ans, chez les femmes de 48,2 à 70,6 ans. Désormais, le veuvage ne concerne plus guère que les personnes du troisième âge. Selon les mêmes auteurs, les dimensions de la parenté proche n'auraient guère varié d'un siècle à l'autre, abstraction faite des décès de frères et sœurs en bas âge. Ils soutiennent que le nombre moyen de parents proches vivants aurait même un peu augmenté, du moins si on limite le calcul aux survivants. Aujourd'hui, c'est seulement dans 10% des cas qu'on meurt avant ses grands-parents. En effet, l'ordre dans lequel se produisent les décès dans une famille est de plus en plus directement fonction de l'âge. Ainsi, au cours d'une vie,
l'expérience de la mort est devenue plus tardive. Cette réorganisation des structures familiales a aussi des effets économiques. Elle contribue à bouleverser les phénomènes de transmission du patrimoine et surtout à les retarder. Au XIXe siècle, 44% des femmes n'avaient pas connu leurs grands-parents. Actuellement, cette proportion n'est plus que de 31% et elle va diminuer encore. Quant à la proportion des mères mourant avant leurs enfants, elle est montée de 61% à 87%, celle des pères de 57% à 81%. Il en résulte une considérable augmentation de l'âge à l'héritage. Au XIXe siècle, on héritait de son père à 28 ou 29 ans en moyenne, au XXe siècle à 41 ans environ, et de sa mère à 51 ans. Ainsi le patrimoine familial, au lieu de passer directement des adultes aux jeunes, est désormais transmis soit par de jeunes vieux à des adultes âgés, soit de plus en plus souvent par des vieux vieux à de jeunes vieux. Ceci contribue bien évidemment aux difficultés d'établissement de la jeune génération et à la crise actuelle de la société. À de multiples points de vue, le troisième âge apparaît comme le principal bénéficiaire des transferts sociaux. Corollaire de l'évolution des paysages familiaux, nous assistons aujourd'hui à une formidable poussée de la solitude. En 40 ans, la proportion de personnes vivant seules a plus que doublé, passant de 6,1% de la population en 1962 à 10,3% en 1990, à 12,6% en 1999 et sans doute près de 14% en 2004. Voici comment a évolué le nombre des ménages d'une seule personne depuis 1962. En 1962, 2 863 000 sur un total de 14 589 000, soit 19,6%. En 1975, 3 935 000 sur un total de 17 745 000, soit 22,2%. En 1999, 7 380 000 sur un total de 23 810 000, soit 31%. En 2004, 8 300 000 environ, soit près de 34%. La croissance du nombre des ménages d'une seule personne entre 1962 et 1999 explique la moitié environ de la croissance totale. Elle est en grande partie responsable de la crise du logement, créant une demande supplémentaire moyenne de 125 000 logements par an. Le nombre moyen d'habitants par logement est ainsi descendu de 3,1 à 2,4, et il devrait tendre vers 2,1. Bien entendu, la montée de la solitude ne s'explique pas seulement par l'augmentation de l'espérance de vie. La crise du mariage, 273 000 seulement en 2005, la fréquence des divorces, 116 000 en 2005, les sorties du foyer parental et la décohabitation juvénile l'expliquent à peu près pour moitié, mais le fait majeur est la montée du veuvage féminin. À partir de 50 ans, la proportion de femmes seules progresse très sensiblement et dépasse nettement celle des hommes. À 85 ans, une femme sur 2 vit seule, contre à peine un homme sur 4. Au-delà de cet âge, les personnes âgées vivent de plus en plus en institution. L'an passé, le nombre de personnes âgées dépendantes vivant en institution atteignait 473 000, dont 3/4 de femmes. Conclusion, nous vieillirons mais pas tous ensemble. Le vieillissement de la population est inéluctable, mais c'est un processus lent, comme la plupart des phénomènes démographiques. En outre, il lui faut plusieurs décennies pour produire tous ses effets, c'est une véritable bombe à retardement. Au début, il est indolore, il peut même sembler bénéfique pendant quelque temps car il réduit relativement le nombre des jeunes à la charge de la population active. C'est seulement une trentaine d'années après la baisse de la fécondité qu'il commence à produire des effets délétères, avec le gonflement du nombre des jeunes vieux, qui coûtent en moyenne à la société 2 à 3 fois plus que les enfants, et 15 ou 20 ans plus tard, l'explosion des dépenses de santé, les jeunes vieux étant devenus des vieux vieux. Alors les conséquences économiques et sociales se combinent, entraînant une crise très grave. Dans les pays les moins développés, le vieillissement est à peine amorcé et ne deviendra un problème aigu que dans la seconde moitié du XXIe siècle, échéance qui semble bien lointaine à leurs dirigeants. Et que dire alors de la situation des pays les plus pauvres ? Bien sûr, leur pyramide des âges ne porte pas encore de traces tangibles du vieillissement démographique, mais les perspectives s'accordent sur une progression en flèche du nombre des aînés. Or,
avec des systèmes de protection et de sécurité sociale embryonnaires, voire inexistants, et l'étiolement des systèmes de soutien traditionnels, on est en droit de s'inquiéter de l'avenir des personnes âgées dans les pays les moins développés. Ici aussi, les inégalités risquent fort de s'accroître par rapport à la situation des pays occidentaux. Guillaume Schlumberger. Conséquences géostratégiques. La démographie est depuis toujours un facteur structurant des relations internationales, des rapports entre les États. La population constitue à la fois une ressource, notamment pour la taille des armées, mais également un enjeu. Les exemples historiques illustrant ce constat sont nombreux. La Grande-Bretagne est notamment parvenue à un statut inégalé de puissance mondiale au XIXe siècle, en partie grâce à une très forte croissance démographique. Entre 1800 et 1900, sa population est ainsi passée de 11 à 37 millions d'habitants. Les puissances ascendantes du XXe siècle, celles qui ont disputé la suprématie politique mondiale aux puissances européennes, s'appuyaient sur une réelle dynamique démographique. La population américaine était de 9,6 millions d'habitants en 1820. En 1850, elle était de 23 millions d'individus, en 1900, 76 millions pour atteindre 123 millions en 1920. De même, la population de la Russie est passée de 1700 à 1900 de 20 à 100 millions d'habitants. Dans les premières années du XXe siècle, son taux de croissance était le plus élevé du monde, aux alentours de 2% annuellement. Une vaste population, surtout si elle croît, est un atout. Mais à elle seule, une population ne rend pas compte de l'intégralité de la puissance d'un pays. Certains États sont ainsi parvenus à dépasser le handicap d'une population modeste. L'histoire montre qu'il n'est pas nécessaire d'être nombreux pour être puissant. Israël est l'exemple contemporain le plus frappant. Outre la taille, nous devons aussi prendre en compte des éléments qualitatifs tout aussi importants. Le niveau de formation détermine en partie l'utilisation, notamment économique et militaire, qui pourra être éventuellement faite de la population. De même, la pyramide des âges et la moyenne d'âge de cette population sont également des données qu'il convient de prendre en compte. Plus généralement, la population ne doit jamais être considérée seule. Elle est un facteur de la géopolitique qui interagit avec les autres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.